Salut tout le monde, dans cette vidéo je vais donner 3 exemples d'actions que j'achèterai jamais et pourquoi est-ce que je les achèterai jamais. Et la troisième c'est une action française bien connue et ce n'est pas Air Liquide. Donc allons-y, la première il s'agit de Coca-Cola. Coca-Cola, entreprise assez populaire, hein. Donc là c'est une question surtout de manque de croissance. Faut pas oublier que si on veut avoir une bonne performance sur nos investissements, faut investir dans des actions qui vont faire croître leur free cash flow par action rapidement. Et ça passe déjà par une croissance du chiffre d'affaires qui est rapide. Et dans le cas de Coca-Cola, on voit que ça n'a pas bougé du tout depuis 2011, ce qui fait maintenant 13 ans sans croissance. Et si on prend les moyennes sur les 5 dernières années, c'est 5,93% par an, ce qui fait déjà pas beaucoup. Sur les 10 dernières, donc c'était depuis ce moment-là, moins 0,24% par an. Et sur les 20 dernières années, même si on remonte, c'est du 4% par an. Donc, avec des croissances aussi faibles, c'est pas assez pour bien performer et encore moins pour surperformer le marché. Après, on regarde la croissance du free cash flow, c'est un petit peu mieux, c'est-à-dire qu'il y a une amélioration au niveau des marges. Mais pareil, hein, sur les 5 dernières années, 9,90% par an. Et sur les 10 dernières, 2%. Sur les 20 dernières, 4%. Donc voilà, c'est pas terrible, c'est très lent. Moi, je cherche des croissances qui sont de minimum 10%. Donc on est loin. Et après, même en dehors de la croissance, j'ai pas beaucoup de mes critères qui sont remplis, hein, même le ROCE, donc qui montre la qualité de l'allocation de capital de l'entreprise et leur capacité à avoir des bons retours sur investissement quand ils réinvestissent dans la boîte. Moi je veux minimum du 15% et ils sont à 13,83, donc c'est pas catastrophique du tout, hein, c'est au-dessus de la moyenne. Mais voilà, je trouve que c'est pas assez, il y en a qui ont 20%, 30%. Et du coup, je me dis pourquoi me contenter d'une boîte qui a du 13%, si on peut en avoir qui ont 20, 30, 40. Donc voilà, on voit qu'ils ont eu un pic à 15,52, et ils n'ont jamais dépassé les 15 après depuis 2010. Et on remarque aussi un autre point négatif, c'est que le ROCE il est en forte baisse à long terme, donc ce qui peut être signe d'un rempart concurrentiel qui est en perte de puissance. Après, il est en hausse depuis 2017, donc à voir s'il y a eu un petit pivot, un changement particulier qui peut faire penser que cette tendance depuis 2017 va se continuer, mais voilà. C'est en tout cas pas suffisant pour moi, ce ROCE en baisse et inférieur à 15%. Après, niveau dette, ils peuvent la rembourser en 3,33 ans de free cash flow, ce qui est pas catastrophique, mais voilà, c'est pas fou non plus. Moi, je cherche moins de 3 ans. On voit quand même qu'ils ont l'air peut-être de se désendetter. On va aller regarder dans le bilan. Si je vais dans le bilan, tout en bas, on a la dette nette. Donc la dette nette, c'est le total de la dette, donc tout l'argent qu'ils ont emprunté, moins le cash qu'ils ont disponible, donc ça nous donne la dette nette, et elle est de 30 milliards. Et on voit globalement, ils se désendettent depuis 2016. Ils ont apparemment dû se réendetter pendant le Covid. Donc ça va. Enfin, c'est pas catastrophique, mais voilà, c'est pas fou non plus. Il y a des boîtes qui ont aucune dette. Ensuite, l'évolution du nombre d'actions, donc en hausse de 1% sur les 5 dernières années. Donc c'est très faible, donc c'est pas problématique. Et ensuite, le point quand même très positif sur Coca-Cola, c'est leurs marges qui sont excellentes, hein, 24% en moyenne de marge de free cash flow. Ça s'explique en partie par le fait que le secteur des boissons comme ça a des marges élevées, et en plus Coca-Cola a quand même une marque forte, donc ça leur permet de maintenir des marges qui sont élevées. Et c'est un niveau de marge qui est globalement stable depuis 2003. Donc voilà, aujourd'hui Coca-Cola c'est une boîte qui m'intéresse pas, que j'achèterai probablement jamais, puisque ça me paraît impossible de battre le S&P 500 avec Coca-Cola. Et la raison, c'est un manque de croissance récente, avec pas non plus une quelconque raison d'imaginer qu'ils vont avoir une accélération de leur croissance dans les années à venir. Je pense pas que ça va être le cas. Donc voilà pour Coca-Cola. On passe ensuite à Veolia. Veolia, donc action française, on m'a demandé plein de fois d'en parler dans mes commentaires, donc allons-y. Donc Veolia, pour ceux qui connaissent pas, ils fournissent des services de gestion de l'eau, des déchets et de l'énergie. Alors là, c'est pas terrible non plus. Donc le seul critère qui est rempli pour moi, c'est la croissance du chiffre d'affaires, mais même ça pour moi ça va pas, en fait je parierais pas dessus, parce que là c'est une moyenne sur 5 ans, mais on voit qu'il y a un gros pic 2022-2023, et qu'ils avaient eu un gros creux entre 2010 et 2020, mais si on regarde à plus long terme, on voit que la croissance par rapport à 2008 ou même 2002, elle est pas terrible. Si on regarde sur les 5 dernières années, donc on retrouve les 11,81%, mais sur les 10 dernières, on n'est qu'à 7, et sur les 20 dernières, on n'est qu'à 2,34. Donc là, pareil, il y a un problème de croissance, et en plus on voit que c'est une boîte qui n'a pas une croissance prévisible du tout, il y a des vagues comme ça, alors qu'on peut trouver plein de boîtes qui ont des croissances très régulières. Et donc c'est plus facile de se projeter et plus facile à valoriser. Donc
un problème, croissance du free cash flow. Pareil, si on prend la croissance sur 5 ans, bon, vu qu'il y avait eu un creux ici, ça passe. Mais on regarde la globalité à long terme, il n'y a absolument aucune croissance du free cash flow depuis 2005. 20 ans, ça fait quand même un petit peu long comme attente pour avoir une croissance du free cash flow. Sachant que si le free cash flow, il bouge pas, et que le multiple de valorisation, genre le price sur free cash flow d'entreprise, il n'a pas bougé non plus sur les 20 années, bah ta performance sur cet investissement, ce sera uniquement le dividende. Et alors on voit qu'on a un très gros dividende, donc de 8,45%. Donc ça explique sûrement pourquoi on me l'a demandé plusieurs fois. Et pour moi là, ça montre justement le problème avec les dividendes. Parce que enfin, les problèmes ne sont pas les dividendes ne sont pas un problème en soi. Le problème, c'est l'image que les dividendes ont. Et le fait que ça attire beaucoup de débutants à tort. Parce que quand je vois un dividende à 8,45%, pour moi, c'est plus signe de problème. Et ce problème, on le voit par exemple au ratio distribution ou payout ratio, qui est à 93,70%. Ça veut dire qu'il y a 93,7% du free cash flow qui part en dividende. Et donc il suffit du moindre petit problème, il pourrait ne plus payer ce dividende. Si on retourne dans le free cash flow, et voilà, avec une évolution du free cash flow qui ressemble à ça, et un payout ratio à 93%, moi je m'enfuis. Donc je pense qu'il faut faire attention à ce genre de piège. Et après, si on regarde la suite des ratios, le ROCE il est très faible à 5%. 5% c'est un gros problème, hein. Je sais pas quel est leur coût du capital, mais c'est possible qu'il soit supérieur à ces 5%. Et dans ce cas-là, ça voudrait dire que l'entreprise détruit de la valeur, ce qui est à peu près la pire chose qu'une entreprise puisse faire. Et si on regarde en termes d'évolution année par année, au cas où il y a eu une anomalie qui fausse la moyenne, mais on voit que c'est pas le cas, hein. Là en 2023 c'est du 3,5%, 2018 au max du max c'était du 7,35%, donc c'est pas bon. Critère suivant, la dette. Ils peuvent rembourser leur dette en presque 12 ans, donc là pour le coup, Coca-Cola 3,5 ans c'était ok, mais 12 ans c'est pas bon, c'est trop long, on va mettre sur 20 ans pour mieux voir. On voit que les plus bas qu'ils ont atteints c'était déjà plus de 3 ans, et aujourd'hui on est à 16 ans pour rembourser. Je vais voir comment évoluer la dette en elle-même, et ils se sont apparemment beaucoup endettés récemment. Donc ça paraît gros point négatif pour moi. Après, on a l'évolution du nombre d'actions. Donc là, tout à l'heure, Coca-Cola, ils diluaient pas leurs actionnaires, c'était assez stable. Donc ça allait, mais là, ils ont augmenté le nombre d'actions de 27% sur les 5 dernières années. Donc ça, pareil, c'est rédhibitoire aussi pour moi. Et là, on voit que c'est une augmentation constante, donc ils font que ça. Et donc, si on a une croissance annuelle du free cash flow qui est de 9% par an, et qu'on a un nombre d'actions qui a évolué, enfin qui a augmenté de 27% sur les 5 dernières années, ça veut dire qu'on a une croissance du free cash flow par action qui est beaucoup moins bonne que celle du free cash flow, et on voit qu'elle est que de 4%. Et donc ça montre l'importance de faire attention à ce critère de l'évolution du nombre d'actions, hein, parce que passer de 9% de croissance à 3,95, la performance de notre investissement à la fin, elle est directement liée à l'évolution du free cash flow par action, plus que celle du free cash flow. Donc attention à ça, et encore gros point négatif pour Veolia. Et dernier critère, c'est les marges du free cash flow, 4%, donc pareil, très mauvais, je veux minimum 10%. Et encore, en vrai, je pense que mon critère, il est plus élevé que ça. Toutes les boîtes que j'achète sont au-dessus de 20%, je pense, et ça va jusqu'à 60% pour Visa. Donc on regarde un petit peu l'évolution au cas où, et voilà, on voit que le pic, c'était du 5,2%. Et qu'en 2023, ils sont à 3%. Et si Veolia a des mauvaises métriques financières comme ça, c'est en grande partie dû au secteur dans lequel l'entreprise est. Mais je rappelle qu'on joue pas aux 7 familles, et donc je m'en fiche complètement de ne pas avoir tous les secteurs. Donc s'il y a un secteur dans lequel les boîtes ont ce type de finances, je touche pas à ce secteur. Donc voilà pour Veolia. Et on passe à la dernière action de cette vidéo, et il s'agit de Total Energy. Donc je sens qu'il y en a qui vont pas être très contents dans les commentaires, mais je vais expliquer pourquoi. Donc si je regarde déjà mes critères de qualité, donc on voit quelques bons points. Donc le niveau de dette, il est bon, ils peuvent rembourser en 1 an et demi. Ils n'ont jamais été ultra endettés. Donc ça, ok. Ils diluent pas leurs actionnaires, donc c'est bien. Le nombre d'actions a baissé de 7% sur les 5 dernières années. Donc ils rachètent des actions, ce qui est bien si l'action n'est pas surévaluée. La croissance du free cash flow sur les 5 dernières années, elle a l'air bonne, mais on voit que c'est pas du tout, il n'y a aucun lien avec celle du chiffre d'affaires, donc on va regarder après. En général, quand il y a une telle différence, ça veut dire qu'il y a une anomalie. Donc peut-être qu'il y a 5 ans, ils avaient fait des gros investissements, ou peut-être que cette année, ils ont eu une explosion du free cash flow pour une raison quelconque. Donc ça, on va voir juste après.
Et après, j'ai deux critères qui sont pas remplis, qui sont le ROCE et la marge. Mais à la limite, tout ça, c'est même pas les raisons pour lesquelles j'investis pas dans Total. En fait, la raison pour laquelle j'investis pas dans Total, elle me demande même pas d'aller regarder les finances, mais elle peut se voir dans l'évolution du chiffre d'affaires. Et le problème, c'est que Total, c'est une entreprise qui est complètement soumise à l'évolution des cours d'une matière première, en l'occurrence le pétrole. Et ça pose problème. Comme on le voit ici, il y a des vagues, et au final, pas de croissance depuis 2008, ce qui fait, ça fait plus de 15 ans, ce qui fait un petit peu long. Et on peut voir ici la corrélation entre le cours du pétrole et le chiffre d'affaires de Total. Donc ici, Total a eu un pic de chiffre d'affaires en 2008, et on voit que ça correspond exactement à ce pic, ce pic du cours du pétrole, à 131 $. Ensuite, chute du prix du pétrole en 2009. Ici, chute du chiffre d'affaires de Total. Et le cours du pétrole remonte jusqu'en 2011. Le chiffre d'affaires de Total augmente en 2010, 11, 12. Ensuite, le cours du pétrole rebaisse jusqu'à 2016, le chiffre d'affaires de Total rebaisse. Et puis on voit que chaque vague du cours du pétrole correspond à chaque vague du chiffre d'affaires de Total. Ici, en 2018, et la remontée en 2022 qui correspond à ce pic ici à 110 $ du cours du pétrole en 2022. Et le problème que ça pose, c'est que le prix des matières premières, c'est quelque chose qui est extrêmement dur à anticiper, voire impossible. Et donc j'ai pas envie d'avoir un investissement pour lequel la performance est complètement corrélée à l'évolution du matière première, alors qu'il existe plein d'actions qui n'ont pas ce défaut, qui sont beaucoup plus prévisibles et qui en plus ont des meilleures métriques financières, avec des croissances régulières et continues, avec des ROCE qui sont élevés, des marges élevées, et peu de dettes et pas de dilution. Donc voilà pourquoi je n'achèterai sûrement jamais Coca-Cola, ni Veolia, ni Total Energy. Et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas sur ces 3 actions. Et pour terminer, je rappelle que si vous voulez analyser vos actions avec Graham et rejoindre la communauté privée, vous avez le lien dans la description. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. A plus!